Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie des tops des avis du public en passant par l'application Letterboxd. Donc c'est à dire que je regarde leurs notes Letterboxd et je les classe selon leurs notes. Et donc du coup pour ce top 10 ce sera un top 11 parce que nous avons 3 films ou téléfilms qui sont à ex aequo à la 9ème place. Donc prenez votre popcorn et votre place de ciné parce que c'est parti. Donc du coup pour ce premier film, ou plutôt là il s'agit d'un téléfilm, et oui parce que je compte tout aussi bien les films que les téléfilms ou les films sortis sur des plateformes de streaming. Et on commence avec en numéro 11 à la 9ème place ex aequo Doctor Who, le fabricant de jouets, avec la note de 3,8 sur 5. Et on commence par la pire critique, là où pour le flop 10 on commençait par les meilleures critiques. Donc là pour la pire critique qui est de une demi-étoile, Ozzy nous dit: le pire épisode de Doctor Who que j'ai jamais vu, et cela vient de quelqu'un qui a adoré la série toute sa vie. Je voulais désespérément l'aimer, mais avec une mauvaise écriture, des performances superficielles et une mauvaise utilisation de certains grands personnages, avec une concentration massive de CGI, ça l'a pas fait. La meilleure critique est de 5 étoiles et a été écrite par Riri21. Les acteurs étaient si bons, le personnage de Toymaker a été campé de la meilleure des façons par Neil Patrick Harris. Il était parfait pour le rôle du Toymaker. Les enjeux étaient si élevés, mais c'était aussi tellement amusant. Et le relais a été passé. Bienvenue Ncuti, c'est le nouveau docteur qui est apparu dans cet épisode, enfin dans ce téléfilm. PS, cette marionnette riante ne me donnera jamais peur. En référence à un élément de l'épisode. Voilà, enfin du téléfilm. On continue avec le film à 10ème position. On retrouve à la 10ème place, ex aequo à la 9ème place avec une note de 3,8 sur 5, le film Babylone. Donc la pire critique a été écrite par Daniel et il lui a donné une demi-étoile. Je m'ennuie et je me suis ennuyé par cette tendance à faire des films sur les films. Je voulais arrêter de regarder le film à 10 endroits différents, mais j'ai continué de regarder le film en raison de tous les éloges que mes amis de Letterboxd lui ont donnés. Qu'est-ce que vous voyez tous dans ce film qui vous l'a tant fait aimer? J'avais l'impression d'avoir une migraine tout le temps, la fin m'a fait gémir à haute voix. Pourquoi est-ce que le film dure 3 heures? Pourquoi la séquence de Tobey Maguire est-elle dans le montage final? J'avais l'impression que ce film n'a pas utilisé les meilleures possibilités. On continue ensuite avec la meilleure critique de 5 étoiles qui a été réalisée par Tae Taeti. C'est ce que j'appelle parfaitement fait. Scénario, mise en scène, montage, jeu d'acteurs, cinématographie, scénographie, conception de costumes, etc. Ils sont tous impeccables. C'est un genre de film dont on parlera dans des écoles de cinéma au cours des prochaines décennies. J'adore le travail de Damien Chazelle. On retrouve à la 9ème place, et donc du coup toujours ex aequo à la 9ème place, le téléfilm La merveilleuse histoire de Henry Sugar sorti sur Netflix, avec la note de 3,8 sur 5. La pire critique d'une demi-étoile a été réalisée par Lux Wes Spencer. Faire en sorte que les acteurs lisent l'histoire tout en étant dans l'histoire et en créant tant de détails que votre esprit n'a pas de place pour l'imaginer ne fait pas de vous un directeur créatif. Ça fait de toi un connard. Va te faire foutre, Wes Anderson. Oui, j'avais oublié que j'avais pris une critique aussi violente pour évoquer les critiques des spectateurs. Et on continue avec la meilleure critique de 5 étoiles par Jessie Boydcreep. C'est vraiment une histoire merveilleuse, j'adore ce style de narration. C'est tellement précis et plein d'esprit que je l'adore. C'est parfait, la quantité d'efforts consacrés à chaque moment et à chaque mot est inspirante. Les acteurs ont fait un excellent travail aussi, bref, chaque seconde était parfaite. On retrouve à la 8ème place et 6ème place ex aequo Doctor Who au confins de l'univers avec la note de 3,9 sur 5. A savoir qu'il y a eu une vague de 4 téléfilms Doctor Who. Et là, j'ai cité les 2 meilleurs téléfilms, pour la critique, dans le classement. Donc il n'y en a plus après. Donc la pire critique a été réalisée par River S. Et il lui a donné une demi-étoile. Doctor Who est mauvais, en fait je cite: j'ai laissé mourir la moitié de l'univers. C'est comme regarder dans une salle de miroir de toutes les choses qui sont susceptibles de me déranger à propos de cette époque. L'épisode incohérent de la créature stellaire était vraiment 100 fois meilleur que celui-ci. Mauvaise série. Donc la créature stellaire c'est un autre épisode. On continue avec la meilleure critique de 5 étoiles de Zach Leberg. C'est du cinéma absolu. Je suis tellement heureux de voir que Donna et le docteur viennent de reprendre les choses là où ils se sont arrêtés. Et toute la gravité de la situation était incroyable. Et voir le visage de Wilfred comme le docteur l'a vu était absolument
merveilleux. Cela seul valait 5 étoiles. On retrouve à la 7ème place, ex aequo à la 6ème place, Nimona avec une note de 3,9 sur 5. La pire critique a été écrite par Daniel et il l'a noté une demi-étoile. C'était indécent, mais quelqu'un me dit comment c'est quelque chose que les enfants devraient regarder. La moitié du film, je faisais de mon mieux pour ne pas grincer des dents. Mais c'était quand même divertissant. La meilleure critique a été écrite par Akimitsu64 qui lui a donné une note de 5 étoiles. Très belle animation, une histoire originale captivante. L'histoire est fondamentalement une métaphore très intéressante pour surmonter la transphobie, faite d'une manière amusante qui est toujours stupide mais honnête, et sérieuse quand elle doit l'être. On continue. À la 6ème place et 6ème place ex aequo du coup, nous retrouvons le film Barbie avec une note de 3,9 sur 5. La pire critique d'une demi-étoile a été écrite par Natty Hort 00. Trop ringard, le film existe pour diviser les hommes et les femmes. Vous n'avez pas besoin d'émasculer les hommes pour élever les femmes. De la même manière, vous n'avez pas besoin de vous rabattre sur les femmes parce qu'elles sont trop féminines pour élever les hommes. Le film n'était pas si drôle que ça, et les médias sociaux ont également rendu le film ringard. La meilleure critique de 5 étoiles a été écrite par NT Singh. Ce film est sorti avec tous les aspects que j'aime dans le cinéma. Comédie, drame, satire, philosophie, même musical. C'était tellement amusant que j'ai passé le meilleur moment de ma vie. J'aime un peu Greta Gerwig. C'était une belle représentation de ce que ça fait de grandir en tant que femme. Le film a livré un tel récit déchirant de ce que c'est d'avoir le poids du monde entier sur vous et de s'en rendre compte qu'à un moment donné, vous ne pouvez jamais être assez vous-même. Et en plus, le casting du film était si parfait. On retrouve à la 5ème place et ex aequo à la 4ème place The Fabelman avec la note de 4 sur 5. On commence par la pire critique qui est de Ciné Lugo qui lui a donné une demi-étoile. Ce film était merveilleux jusqu'aux 10 dernières minutes, quand ils ont dû inclure un caméo de célébrité inutile de David Lynch, qui sert de sorte de mentor au personnage principal. Cela a complètement brisé le réalisme du film car Spielberg et Lynch sont nés la même année. Apparemment, les cinéastes croient que nous sommes si stupides que nous ne remarquerions pas la différence d'âge massive. C'est triste quand Hollywood sent qu'ils ont besoin de caméos comme celui-ci pour vendre un film au public qui n'est pas un film de super-héros ou un film de comédie romantique. Alors vraiment j'ai pris cette critique exprès parce que ce mec dit vous croyez que je suis stupide, mais ce mec est stupide parce que justement dans la vraie histoire de Spielberg il a rencontré un grand réalisateur de western et tout, celui que joue Lynch dans le film, mais il a pas réussi à comprendre, à faire la différence entre personnage et acteur, parce que les réalisateurs peuvent être aussi acteurs et tout. Bon, on continue avec les meilleures critiques. La meilleure critique a été écrite par Nina et elle est de 5 étoiles. Je suis surpris de voir à quel point ce film m'a rendu émotif. La réalisation en tant que profession a toujours été un peu une énigme pour moi, mais j'ai l'impression que ce film capture vraiment à quel point l'art est important et beau, et ce qu'un réalisateur est capable de faire pour son film. On retrouve à la 4ème place le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 avec une note de 4 sur 5. On commence avec la pire critique qui a été écrite par Lorena Ko, qui a mis la note de une demi-étoile. Et elle nous dit ceci, c'est de la merde, vraiment je suis fan de tous les anciens Marvel, ainsi que des 2 premiers Gardiens de la Galaxie, mais là on m'avait vendu du rêve en disant que c'était le meilleur, sauf que je trouve juste le scénario hyper bateau et hyper prévisible. Il n'y a plus aucune nouveauté, en plus de ça je trouve que le chara design des habits de Rocket sont juste dégueulasses. Je pense que c'est extrait qu'ils soient aussi moches, mais là ça donne juste un effet bâclé. Après je suis peut-être sans cœur, mais l'histoire de Rocket ne m'a pas du tout touché, même si je sais qu'objectivement elle est triste. J'ai vraiment pas du tout été immergé. Et puis j'ai pas du tout été immergé dans le film. Pour conclure, j'ai l'impression qu'ils ont fait un dernier Gardien de la Galaxie juste pour les zoos et les fans de base. Je trouve qu'ils gâchent vraiment les 2 premiers et même les décrédibilisent. On continue avec la meilleure critique qui a été écrite par Lucas qui lui a donné 5 étoiles. Ce film est ce que les films de bande dessinée devraient être. Des personnages drôles, plein d'action, émotionnels, bien écrits et une excellente bande son. James Gunn a livré un banger absolu et je n'ai absolument jamais pensé qu'un faux raton à laveur mutant dans un film pourrait me faire pleurer.
Mais je suppose que j'avais tort, et voilà. Et on continue avec le podium. À la troisième place, nous retrouvons le film Anatomie d'une chute avec une note de 4,1 sur 5. Pour commencer, nous avons la pierre critique qui a été écrite par Renato Alexander, qui est de une demi-étoile. Je me suis trompé en pensant qu'il allait y avoir un plot twist, mais non, le film a fait beaucoup de détours. J'ai passé 2h30 pour voir une bonne conclusion, et en fin de compte, elle n'avait aucun impact sur la vie des personnages. J'aime pourtant les films avec une fin ouverte ou une fin douteuse, mais ce film se termine et n'ajoute rien comme conclusion. Toutes les connaissances que j'avais sur le film avant de le regarder étaient les mêmes après le film. On continue avec la meilleure critique de Zoé, qui lui a mis 5 étoiles. Anatomie d'une chute est un succès du cinéma français. Les acteurs sont performants et semblent être l'incarnation parfaite des personnages qu'ils interprètent. L'intrigue est captivante, mais à la fois réaliste, ce qui permet à chaque spectateur de s'intéresser et de s'impliquer dans le procès. Tout le film tourne autour d'un parfait équilibre reposant sur la culpabilité des deux membres du couple, Sandra qui aurait tué son mari ou lui qui se serait suicidé. Lors du procès, on assiste à un duel d'arguments, chacun pouvant être utilisé et manipulé par un avocat en fonction du parti qu'il défend. On comprend bien que lors d'un procès, ce n'est pas la réalité qui compte, mais l'image que vont en avoir les gens, chargés de juger l'affaire. Toute l'intimité du couple doit être révélée pour se voir exposée et utilisée à charge contre le parti adverse, et de manière violente. Même si dans la réalisation du film, le coupable n'est pas forcément désigné, et que chacun peut donc se faire son propre avis. Il est fortement sous-entendu que l'enfant ment à la fin du procès pour protéger sa mère. Peu avant, il a une conversation avec la dame de la justice chargée de protéger son témoignage, où il exprime l'incertitude pesant sur les conditions de la mort de son père, par faute de manque d'éléments, que ce soit pour accuser sa mère ou affirmer le suicide de son père. C'est là que Marge lui répond que quand il n'y a pas suffisamment d'éléments, il faut parfois trancher et choisir la vérité. Suite à cet échange, on comprend alors que Daniel choisit de défendre sa mère en racontant une fausse conversation avec son père, ce qui est bien mis en valeur par la mise en scène puisque c'est l'image du père mais la voix du fils qui parle. Cette scène est d'ailleurs dérangeante par cet aspect puisqu'on voit un homme adulte qui parle avec la voix d'un enfant de 12 ans. Le fait que ce ne soit pas la voix du père peut signifier qu'il n'a pas réellement prononcé ces paroles et que c'est un mensonge de Daniel qui décide de défendre sa mère. Ce mensonge ne désigne pas pour autant la culpabilité de Sandra, et je pense d'ailleurs, ce n'est que mon interprétation, qu'elle est innocente malgré le mauvais portrait qu'on peut lui donner. C'est aussi un aspect très intéressant du film, la manière dont sont dessinés les différents portraits psychologiques des personnages. Samuel le père est rongé par la culpabilité depuis l'accident de son fils et cherche ainsi toujours à en faire plus comme pour compenser et se sentir moins coupable. Effectivement, il se fatigue et n'arrive d'ailleurs plus à écrire, ce qui n'est pas du tout le cas de sa femme, qui ne ressent aucune culpabilité et est écrivaine à succès. Les disputes qu'ils ont témoignent aussi donc d'une certaine jalousie et d'un profond désaccord qu'ils ont sur la manière de mener leur vie. On retrouve à la deuxième place le film Oppenheimer avec la note de 4,2 sur 5, enfin la note moyenne. Pour la pire critique, elle a été écrite par Jimmy Movie, qui lui a donné une note de une demi-étoile. Je déteste ce film. Quel âge devez-vous avoir pour penser que c'était le film de l'année? Les chiffres ne vont pas si haut. 3 heures entières pour le discours direct sur la chimie que personne ne comprend réellement. Les 20 pires dollars que j'ai jamais dépensés pour quelque chose où je me suis endormi au cinéma. Aussi, ce film est une immense blague. On continue avec la meilleure critique de Cookie Oscille, qui lui a mis une note de 5 étoiles sur 5. Pas de mots, la musique, le visuel, l'histoire, la couleur, le montage, les effets, le cadrage, Cillian Murphy toujours aussi bon. J'ai adoré ce film, certes il est long, mais c'est un film à voir dans un cinéma et non chez soi. Si tu ne supportes pas les films aussi longs, le film va peut-être t'ennuyer. Mais bon, moi je trouve qu'il est parfait. Même s'il y a d'ailleurs beaucoup de gens disent qu'on pouvait l'enlever. Mais ça, je sors de l'avis, là je donne mon avis à moi. Mais mon avis, je le donnerai dans le top 10 ou le flop 10. Plus le top 10, je vous rassure. Et en numéro 1 de ce top critique Letterboxd, nous retrouvons Spider-Man Across the Spider-Verse avec la note de 4,4 sur 5. La pire critique a été écrite par Valise Bleue qui lui a donné une demi-étoile. Je n'arrive même pas à croire ce que je suis sur le point de dire, mais ce film était boiteux et ennuyeux. Comment avez-vous pu faire un film acclamé par la presse et le public et revenir avec une suite aussi sale? Certaines scènes ressemblent à un patchwork de scènes et de supprimer
et la quantité d'informations visuelles est trop importante. C'est comme s'ils avaient pris les compliments du premier film, que les couleurs sont cool, et si nous nous concentrons sur l'intrigue, s'il y en a vraiment une, vous devriez m'arrêter d'écrire si vous voulez pas que je dise d'autres horreurs. La meilleure critique pour le film a été écrite par Lee Dusty, qui écrit avec une note de 5 étoiles. Spider-Man Across the Spider-Verse est un film vraiment unique et spécial. C'est un incontournable pour tout fan d'animation, de super-héros ou tout simplement de grands films. Le film est un festin visuel avec une animation époustouflante et des séquences d'action passionnantes. Le film présente également une forte distribution de personnages et une histoire réconfortante. Spider-Man Across the Spider-Verse est un film vraiment spécial dont on se souviendra pour les années à venir. Voici quelques-unes des choses qui font de Spider-Man Across the Spider-Verse un grand film. Bon ben voilà, vous avez le top 10 des avis du public. Je reviendrai bientôt, je ne sais pas si ce sera avec des vidéos sur la Comic Con de San Diego qui arrive bientôt au moment où je tourne la vidéo, ou alors avec la suite du top, avec mon top ou mon flop. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page sur Info Disney. Bye bye. Ah oui, à noter, il y a la D23 qui arrive bientôt, et là la D23, full dinguerie je prédis. Allez, à très bientôt pour une nouvelle page aux Infos Disney. Bye bye.